qui va nous parler de comment se tromper en mathématiques. Benoît est un chercheur au CNRS à Paris 6, comment il s'appelle aujourd'hui, Paris 6, Jussieu. Voilà. Institut de mathématiques de Jussieu-PRG. Voilà, bravo, merci. Merci. Alors, j'ai cherché le mot disclaimer, enfin la traduction française, et c'est pas terrible. J'ai trouvé seulement clause de non-responsabilité. En plus, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas philosophe, je n'ai aucune culture philosophique, sauf la culture générale de tout le monde. Donc, ceci n'est pas un exposé de philosophie, c'est un exposé sur comment se tromper en mathématiques. Donc, le point de départ de ça, c'est la leçon inaugurale de Nalini Anantaraman au Collège de France, à l'automne dernier, qui s'intitulait « Histoire de spectre ». Et je vais vous en lire un extrait. Alors, c'est la première d'une longue liste de citations. Je crois que à peu près 70% de l'exposé sont des citations. Donc elle parle de... elle commence par citer Max Born, qui est un physicien de 1920, et qui a écrit un livre qui s'appelle Vorlesungen über Atommechanik, sur l'échec des recherches sur le spectre des atomes. Elle dit ceci. Ce texte me touche beaucoup parce qu'il est consacré à décrire en détail l'impasse à laquelle mène cette démarche. Je crois que ce genre de texte se compte sur les doigts d'une main dans l'histoire des sciences. On ne publie pas un article où une expérience a échoué ou qu'une démonstration mathématique est tournée court. Cette démarche de Born fait résonner en moi des souvenirs de situations d'échec où, ne pouvant me résoudre à la situation désespérante de devoir jeter 2 ans de travail à la corbeille, j'ai fait cet effort d'exposer mes tentatives infructueuses au public, et où cette démarche a permis de transformer l'échec en un résultat scientifique. La frontière entre échec et réussite est souvent ténue. Il est effrayant de voir avec quelle facilité on passe du découragement absolu en euphorie et vice-versa. Et elle continue en disant, pour en revenir à Born et aux atomes, il se trouve qu'au moment de la mise sous presse de la 2e édition de ce manuscrit, il savait déjà que son élève Heisenberg avait transformé l'échec en révolution en proposant une théorie radicalement nouvelle. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions déjà à ce stade? Oui, ça me fait penser à Frege, Oui. qui a écrit tout un livre sur l'idée que la logique est la base de tout, et après il y a Russell qui a trouvé le paradoxe, juste quand Frege était en train d'imprimer ce livre, et il a continué, il a imprimé, il a mis une notice en disant que c'est Russell qui a trouvé. Ça nous a donné beaucoup. Oui, et donc là, c'est la situation que tu décris, c'est un peu l'inverse de celle-là, où donc Frege expose une théorie positive, quelqu'un trouve une objection, et là, il décrit, Max Born décrit ses échecs, et ensuite son élève résout ses échecs. En tout cas, l'échec ou le problème? non, c'est des échecs, c'était faire une théorie cohérente de l'infiniment petit à l'époque, et ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que Heisenberg arrive avec un principe qu'on appelle l'incertitude. Bon, alors, cette notion... Qu'est-ce que vous me disiez exactement quand vous parlez d'échec, par exemple? Je prends le cas de Poincaré qui se trompe initialement, et puis après, ça va aboutir à quelque chose quand même. La sphère d'homologie de Poincaré, initialement, il pense que l'homologie caractérise des variétés, des tridimensionnelles. C'est une erreur qu'il fait. Après, il se rend compte, il corrige en fait cette erreur pour formuler ce qu'on va appeler la question de Poincaré ou la conjecture de Poincaré. Là, c'est l'exemple de l'échec initial. Je vais parler d'un autre échec de Poincaré, enfin d'une autre erreur de Poincaré, mais ce que je voulais dire, c'est, par exemple, Yves André et les Chamisiol, aussi
Rabbi Kassam, organise un séminaire qui s'appelle Preprint Seminar. Et vous pourrez aussi imaginer un je ne sais pas séminaire, dans lequel les gens exposent, un séminaire des tentatives infructueuses, les gens exposent ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Une autre citation dans un esprit un peu différent, mais qui tourne autour d'un idée. Alors, là j'ai cité Veil, et ça provient de deux sources, je reviendrai dessus ensuite. C'est une lettre à sa sœur, lettre à Simone Veil, qui est ensuite reprise par lui dans un autre texte qui s'appelle la métaphysique, je ne cherche pas à retrouver, mais c'est ça. La métaphysique aux mathématiques. Donc là, j'en tire des extraits. Donc là, la première, c'est la version de la métaphysique aux mathématiques. Il dit « Les lois non écrites de la mathématique moderne interdisent en effet de publier des vues métaphysiques de cette espèce. » Il parlait des idées de Hilbert qui pensaient ne pas avoir été publiées. Dans la version à Simone, il est beaucoup plus véhément. Il dit donc les lois non écrites de la mathématique moderne interdisent absolument qu'on fasse état par écrit de pareilles vues qui ne sont susceptibles ni d'un énoncé précis, ni à plus forte raison de démonstration. Donc, alors, ensuite, pour expliquer la démarche, à la fin de l'année dernière, il y a des stages d'élèves de 3e à l'IMJPRG, une fois ou deux fois par an, qui sont organisés par Frédéric Petit et Mathilde Herbeau. Et puis, ça m'a fait penser, au fond, tiens, je vais peut-être me lancer. Donc, j'ai fait un exposé pour les 3e qui s'intitulait exactement comme ça, Comment se tromper en mathématiques. Et je leur ai raconté, point carré, le problème des 3 corps. Et mon motivation, c'est que en mathématiques, le rapport qu'on a à la faute est ambigu. D'une part, on dit, non, c'est très clair de dire, c'est très bien de se tromper, c'est très important de se tromper. Il y a un passage dans Récolte des Semailles de Poténique qui explique à quel point l'erreur est fructueuse. Bon, ceci est bon. Et en même temps, dans notre éducation, l'éducation qu'on a reçue à l'école, c'est le contraire. Se tromper, c'est un tabou et ça terrorise les gens de faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que je voulais raconter au 3e des erreurs. Donc, la principale, c'est celle-là, mais en fait, c'est la seule que je vais raconter. Donc, pour montrer d'abord que les plus grands mathématiciens se trompent, et puis que ça conduit à des choses intéressantes. Voilà, donc, oui, c'est ça. Le mot que je cherchais, c'était démystifier l'erreur et donc mettre son rôle positif en relief pour ces élèves. Alors, maintenant, je vais continuer avec un certain nombre de thèmes qui vont peut-être vous paraître décousus, mais j'espère qu'ils ne sont pas si décousus que ça et qu'il y a une certaine cohérence entre eux. Tu as fait tout à l'heure une première réaction. Oui. Plus fort qu'elle je pense, c'est que se tromper n'est pas le pire, parce qu'il y a cette fameuse expression not even wrong. Not even wrong. Ouais. Oui. Alors je ne sais plus de qui ça vient exactement. Ah non, c'est plus ancien que ça. C'est peut-être Pauli, plus comme ça. Donc une théorie peut être pire que fausse, elle peut être même pas fausse. Alors, je n'ai pas pensé à ça, donc ce n'est pas dans ce que je vais vous dire, mais on pourrait effectivement réfléchir là-dessus. Alors, je voudrais juste faire une remarque, puisqu'on travaille des mathématiques dans le collège. C'est un problème différent. Vous pouvez avoir quand vous faites des brouillons en français, vous pouvez rectifier le brouillon. D'accord. Quand vous écrivez en mathématiques, il y a une écriture canonique. Donc vous pouvez très bien avoir un élève qui a
un résultat algébrique, exact, mais qui va avoir une écriture pas conforme, mais quand on est derrière lui, la manière dont il écrit est en fait logique. Et à ce moment-là, on lui dit attention, la manière dont tu écris, elle est entre guillemets logique, mais on ne peut pas écrire les mathématiques comme ça. Il y a une écriture standard, donc il faut apprendre à écrire comme ça. Ça c'est vrai, mais il y a un autre facteur en parlant des études secondaires, c'est les problèmes notés, la notation. C'est que structurellement, dans l'éducation telle qu'on la connaît, on note quelque chose selon que c'est juste ou que c'est faux. Donc, à moins de repenser complètement le système éducatif, il n'y a pas moyen d'échapper à ça. Et donc, ça fait que structurellement, il y a une pression sur les élèves de ne pas se tromper. Et c'est particulièrement aigu en mathématiques, mais c'est plus général que ça. Oui, mais là, c'est pas un problème de se tromper, c'est un problème d'écriture. Je pense que faire des mathématiques, c'est apprendre à écrire selon des conventions. Non, mais c'est aussi ne pas écrire de égal 5. Oui, non, mais je veux dire, la personne qui écrit, comme moi je l'ai vu plusieurs fois, quand on la suit pas à pas, elle ne fait pas d'erreur fondamentale. Je veux dire, si on suit son raisonnement et la manière dont elle écrit, elle n'écrit pas n'importe quoi. Ce dont je parlais plutôt, c'était de la manière dont ça crée une inhibition chez les gens qui ensuite peut durer toute la vie. Et qui est, il y a une tension entre, d'une part, cette injonction il ne faut pas se tromper, et ce qu'on dit qui est, c'est très positif de se tromper. Je vais encore un peu plus loin. Oui. En disant qu'au collège, il y a la question pratique que les professeurs, on n'applique qu'une seule façon à résoudre un problème. Et si un élève va faire autrement, il risque d'être mal noté. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que ça ne relève pas simplement de la question du type d'erreur qu'il y a? Est-ce que c'est l'erreur de raisonnement ou c'est l'erreur qui dit, par exemple, lorsque le monsieur parle d'écriture, qu'est-ce qu'il a en vue quand il parle d'écriture? Ou bien est-ce que lorsqu'on envisage cela, c'est le raisonnement? Est-ce que c'est une erreur liée au raisonnement? C'est le concept de se tromper. Ah, se tromper, ça c'est général. Est-ce qu'on peut se tromper en pensant qu'on a fait une erreur? Ah oui. Oui, bien sûr, absolument. C'est peut-être dans la direction de ce que disait Loïc. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre rapport et notre inhibition par rapport à l'erreur? Je ne sais pas. Le fait de se tromper fréquemment en pensant qu'on a fait une erreur et de perdre du temps à ça plutôt que de perdre du temps à une autre erreur. Je ne sais pas, mais je vous propose de continuer. C'est un certain nombre de citations. Et comment vous situez par exemple l'erreur initiale de Cauchy qui va amener la définition de la convergence uniforme, par exemple? Il se trompe, après on se rend compte que c'est pas la bonne formulation. Avant d'en venir là, je vais vous lire quelques citations qui concernent justement ce tronc. Ouais. Parce que finalement, je n'ai pas beaucoup d'opinions à exprimer moi-même. Je préfère raconter ce que les gens disent. Alors, première citation, c'est, je crois qu'elles sont toutes assez célèbres. La première, c'est Shimura sur Taniyama. Donc, Shimura et Taniyama étaient des mathématiciens japonais qui étaient très proches, et Taniyama est mort prématurément. Donc, Shimura écrit sur Taniyama ceci, en anglais. He was not a very careful person as a mathematician. He made a lot of mistakes, but he made mistakes in a good direction. I tried to imitate him, but I've realized that it's very difficult to make good mistakes. Alors, le suivant, c'est Pedo sur Hodge. Il y a un livre célèbre de l'Israël qui s'appelle Hodge Pedo. Et donc, Pedo écrit ceci. One of Hodge's endearing features was his obvious pleasure upon hearing that he had made a mistake. When Weil wrote a paper correcting part of Hodge's theory of harmonic integrals,
Hodge remarked that it was fine mathematicians like Weil who made the Institute of Advanced Study famous. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème quand ils disent qu'il s'est trompé, au contraire, il est ravi. Alors, j'ai même trouvé un philosophe qui écrit quelque chose, il s'appelle Wittgenstein. Vous avez entendu parler. Ça doit être traduit de l'allemand parce que c'est français. La notion d'erreur présuppose que quelque chose est vrai ou faux, indépendamment de ce que nous pensons, et c'est ce qui fait des mathématiques les mathématiques. Un truisme, mais en même temps, ça dit quelque chose sur le concept d'erreur et la notion de vérité. Je vais dire quelque chose de bon, alors je vais passer aux erreurs, à une liste d'erreurs célèbres, sans doute pas les seules, et aussi de leur influence sur l'histoire des mathématiques. Donc la première qui m'est venue à l'esprit, c'est Racine des œufs. C'est le départ des premiers nombres irrationnels, et à l'époque c'était une révolution conceptuelle. C'est pour ça que cette erreur est importante. Je ne sais pas dire si elle est fructueuse, mais elle est importante dans l'histoire des idées. Alors ensuite, il y a quelque chose qui est, j'ai noté ça, de Kepler à Poincaré en passant par Newton, parce que c'est quand même une histoire extraordinaire, l'histoire de l'astronomie. C'est une suite d'erreurs corrigées qui ensuite conduisent à de nouvelles erreurs, qui sont corrigées, etc. Donc au départ, il y a Ptolémée, il y a les épicycles, qui sont résolus de manière plus raisonnable, on va dire par Kepler, en se fondant sur les observations de Tycho Brahe. Donc Kepler résout le problème à deux corps. Ça conduit à la loi de la gravitation universelle de Newton. Puis ensuite, on arrive au problème à trois corps. Donc ça, c'est ce que j'avais raconté vous avez le troisième. C'est l'erreur de Poincaré qui commence par donner une solution positive au problème à trois corps. Puis ensuite, avec un peu d'aide quand même, s'aperçoit que c'est exactement le contraire, c'est complètement faux. Et ça conduit à diverses choses, dont la théorie du chaos. Donc cette époque est importante aussi parce que c'est la fin du siècle, début du siècle. C'est une époque où il y a beaucoup de déstabilisation qui se font là-dessus. Par exemple, c'est aussi l'époque où il y a, la mécanique a une branche. Au début, c'était la mécanique newtonienne, et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas très bien. Et donc, ça va d'une part vers la relativité d'Einstein, et d'autre part vers la mécanique quantique. Et là, c'est problématique parce qu'il y a un problème de cohérence, et ce problème n'est toujours pas résolu. Je vais revenir sur cette partie de l'histoire des idées dans un petit moment. Pour le moment, je vais citer quelques autres célèbres. Alors, il y a Fermat et la théorie des idéaux. Donc, j'ai oublié quel était celui qui essayait de démontrer le théorème de Fermat pour P égale 5 ou pour 7 peut-être, et qui a cru que tout idéal dans plus de mu7. Non, Kummer le savait. C'était. C'est Lamé. Oui, je crois que c'est Lamé. Donc, dans Z, tout entier s'écrit de manière unique comme produit de nombre premier, à un signe près. Et Lamé avait dit, dans tel corps de nombre, la même chose est vraie. Puis en fait, ça foutait sa démonstration par terre, parce que c'est faux et sa démonstration reposait là-dessus. Ensuite, ça conduit, via Kummer, à la théorie d'abord des nombres idéaux, maintenant on appelle ça les diviseurs, puis ensuite à la théorie des idéaux, par Dedekind, et ça c'est les fondements de l'algèbre commutative moderne.
Troisième, c'est celui que vous citiez tout à l'heure, donc c'est Cauchy qui démontre que la limite d'une suite de fonctions continues est continue. Et puis, il faut ajouter l'uniforme. Là, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que maintenant, en taupe, en hypotaupe, on se moque de Cauchy hein, quand on entend cette histoire, mais au milieu du XIXe siècle, je pense que Cauchy essuyait les plâtres, hein, il fondait l'analyse, c'était quelque chose d'entièrement nouveau, et je pense qu'on peut lui pardonner d'avoir pas complètement compris ce qui se passait à ce moment-là. J'ai oublié qui a rectifié si c'est Ce qui est un peu surprenant, c'est parce que c'est lui-même qui introduit la rigueur dans les mathématiques. Hein. Oui. Mais il essuie les plâtres, donc oui, on fait des erreurs. Bon, alors, un autre exemple, ça te concerne plus, c'est le positivisme hilbertien et le théorème de la complétude de Gödel. Donc là, je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit. Hilbert avait une vision des mathématiques comme quoi tout pouvait se démontrer à partir d'un système fini d'axiomes. Et puis, une dizaine, une vingtaine d'années plus tard, Gödel démontre que c'est complètement faux et que, étant donné un certain cadre, on peut ajouter autant d'actions qu'on veut, on va toujours pouvoir trouver un contre-exemple. Et ça, dans mon esprit, pour moi, c'est de même nature que le paradoxe entre la relativité générale et la mécanique quantique. C'est quelque chose qui crée qui déstabilise la pensée, l'incertitude, et ça participe à cette époque des années 30, hein, parce que on trouve la même chose en musique, avec la dissolution de la tonalité, en peinture, il y a l'art abstrait qui se développe. Donc, oui, j'appellerais ça peut-être une déstabilisation des fondements conceptuels. J'aurais envie de parler de subversivité soit de ces découvertes de l'époque ou de ces créations conceptuelles. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire sur les erreurs célèbres. Et alors j'ai ajouté, comment se tromper quand on n'est pas un aussi grand mathématicien? Eh bien, c'est très facile. Il suffit, ou presque, d'écrire « il est évident que ». Vous lisez un texte mathématique, vous cherchez l'erreur, en général, c'est là qu'il y a écrit clairement, il est évident. Bon. Alors il y a des variantes, on peut dire il suffit de, ou on se réduit au cas où. Quelquefois, le problème c'est que on ne sait pas exactement de quoi l'auteur parle. Hein. On se réduit à pour démontrer quoi. C'est une autre très bonne source d'erreur. Hein. Alors, raisonner de tête, c'est évidemment dangereux. C'est facile de faire des erreurs comme ça. Mais quand on prend une feuille de papier et qu'on écrit ce qu'on avait en tête, en général, on voit assez rapidement quelles étaient les erreurs. Alors, c'est pas tout à fait dans cette direction-là, mais quelque chose que nous connaissons tous, c'est est-ce que je peux te poser une question stupide? En général, quand je suis stupide, les questions stupides sont loin d'être stupides. Et ça ne conduit pas forcément à des erreurs, mais c'est un peu dans la vie. Bon, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? J'ai une petite réaction avec il est évident que. Oui. En fait, à un moment, tu parlais de l'inhibition et de l'attention à laquelle on est éduqué quand on fait des études, quand on passe d'examen, quand on passe une thèse, etc. Donc, ça peut aussi déboucher vers une forme de surmoi dans le contrôle de la rigueur qui va demander, par exemple, à un pédagogue mathématique ou à un chercheur mathématique de s'interdire absolument d'écrire jamais il est évident que, de s'imposer la discipline un peu brouvaquiste presque, peut-être pas dans un type brouvaquiste, mais dans un type de recherche de rigueur absolue, de s'interdire catégoriquement ce type de phrase.
Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui n'est pas complètement contrôlé par la pensée et par l'écriture, par la réflexion profonde, eh bien, il faut que ce soit couché à l'écrit. Donc, ça signale de discipline. Bien sûr, c'est totalement à l'opposé de ce qui a été suivi jusqu'à présent, qui consiste à dire qu'il y a des œuvres très fécondes qui ouvrent sur des champs ontologiques tout à fait nouveaux. C'est là qu'elles sont fécondes. Hein. Ce qui a été dit sur Poincaré, sur le chaos, ce qui a été dit sur Racine 2, qui ouvre sur l'ontologie des irrationnels. Mais on n'est pas à l'époque, effectivement, des années 1930, où il y a beaucoup de révolutions conceptuelles qui sont en œuvre. On est plus à une époque où les choses, la création conceptuelle est relativement stabilisée dans beaucoup de champs des mathématiques. Et là, il y a des enjeux de chasse à l'erreur, de cette manière. Évidemment, dans les pratiques, comme on dit, quand on est au tableau, oui, on pose une question stupide à un collaborateur ou un concurrent international pour essayer de mettre le doigt sur un endroit où peut-être ça fait mal parce qu'il a fait une erreur grave, et qu'il s'en est pas rendu compte. Mais non, les erreurs, je devrais clarifier. Les questions stupides, en général, c'est moi qui me pose une question et puis qui me dit non, mais je suis bête, ça doit être évident. Je vais demander à quelqu'un qui sait. Puis en fait, oui, c'est à ça que je faisais allusion. Et puis en fait, quand on discute, on s'aperçoit que la question était loin d'être stupide. Non, tout à fait, oui. Tout à fait. Et pour ce qui est de ne jamais écrire évident que, je pense que ça demande une discipline d'airain, parce que c'est tellement facile, on écrit des choses, on voit des choses qui sont évidentes, et puis quelquefois, on passe sur quelque chose, et puis ça, c'est très facile de glisser. Hein. Après, je voulais aussi signaler, l'intervention consiste à dire que les grands projets comme ceux de Guy de Bourbaki, justement, il y a une pratique de chasse à cette chose-là où tout est contrôlé, tout est vérifié. Dans les travaux de livre aussi, il y a quelque chose comme ça, pour le Opus League, il y a quelque chose comme ça aussi. Vraiment, tout est contrôlé au niveau de la pensée. L'évidence, il y a des moments de choses qui sont évidentes, qui ne sont pas vraiment travaillées à fond, et ça mûrit en fait dans la création conceptuelle. Et il y a un moment où ça se stabilise. Et il y a un moment où tout est contrôlé. Ben voilà, oui, je suggère ça. Merci de me dire ça. Merci de parler de Bourbaki, parce que j'avais oublié de mentionner à propos du positivisme hilbertien. Certains ont beaucoup reproché à Bourbaki de ne pas avoir du tout tenu compte du théorème de la complétude de Gödel dans son fondement de la théorie des ensembles, et d'avoir fait comme si le positivisme hilbertien était vrai. Mais je ne suis pas compétent là-dedans, donc je ne veux surtout pas m'aventurer dans une discussion là-dessus. Alors maintenant, je voudrais parler du processus créatif. Peut-être tu peux dire, sur l'aspect pédagogique, j'ai une remarque. Il y a un certain point de vue qui dit qu'un spécialiste d'un domaine, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs élémentaires dans ce domaine, qui est passé par toutes les erreurs élémentaires dans ce domaine. C'est profondément vrai. Oui. Mais c'est une traduction pédagogique réelle, en fait, parce que je passais des TD quelquefois, et j'aime bien, en fait, quand on fait passer les étudiants au tableau, et leur faire qu'ils passent par l'erreur au tableau, et que les autres le voient. Oui, ça c'est bien. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais raconter sur le processus créatif? Plusieurs choses. Donc d'abord, des exemples de fulgurance. Premier exemple, c'est Paul Cohen qui démontre l'indécidabilité de l'hypothèse du continu. Donc pour ça, c'est célèbre, il a inventé la méthode dite de forcing. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que cette méthode, au départ, ce n'était pas un logicien, c'était la théorie de la mesure, je crois. Et c'était une technique qui existait dans son domaine de recherche, dans la théorie de la mesure. Enfin, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Moi, peut-être que tu sais plus de choses là-dessus. J'ai entendu d'autres choses. Comment? J'ai entendu une autre histoire, mais... Ah d'accord. En tout cas, c'est une inspiration. Je montre ça très rapidement. Et c'est intéressant parce que cet énoncé de logique est beaucoup plus facile à comprendre et à accepter que le théorème de la complétude de Gödel. On vous dit l'axiome l'hypothèse du continu est indépendante d'un autre ensemble d'axiomes. Bon, c'est clair et net, et puis on dit ah d'accord.
Alors que, déjà, comprendre l'énoncé du théorème de la complétude, c'est pas évident. Et ensuite, accepter la réalité de cet énoncé, c'est pas évident. Alors, ça c'est la première fulgurance. La deuxième, c'est Bernard Dwork. Donc à la fin des années 50, les gens étaient très intéressés par des conjectures de Weil, V-E-Y-L. J'ai cité tout à l'heure Bernard Weil, et là je cite André Weil. C'est pas le même. Qui disait que la fonction zeta d'une variété sur un corps fini doit être rationnelle. Et puis il y avait un programme qui commençait avec cohomologie de Weil, des choses comme ça. Puis voilà un mathématicien qui sort presque de nulle part, Bernard Dwork, en un sens presque littéral, parce que il avait, je ne sais plus quoi, une quarantaine d'années quand il a fait ça, et puis il venait c'était un ingénieur au départ. Et puis, il démontre ça par une méthode non seulement complètement inattendue, mais qui a l'air de sortir de nulle part. Une méthode pléiadique, c'était nouveau, personne ne comprenait comment... personne n'avait vu ça avant, et les gens ont mis même un certain temps pour comprendre exactement ce qui se passait, c'est-à-dire pour retrouver cette idée dans un cadre déjà connu de mathématiques. Donc c'est celle qui a fait ça. Il a fait un article sur la théorie de Fredholm pléiadique, qui remet le point de vue de Dwork dans quelque chose qui était déjà connu, la théorie de Fredholm complexe, à la sauce pléiadique. Voilà, alors j'ai fini avec les fulgurances, et maintenant je vais passer aux attouchements. C'est les attouchements de Weil, lui. Donc là, je vais revenir sur les deux textes dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a la lettre à Simone Weil, qu'il écrit en 1940, je crois que c'est quand il est en prison, et puis qui reprend pour un texte qui s'appelle de la métaphysique aux mathématiques à propos d'un colloque récent. Donc là, je vais vous lire, ça va être une longue lecture. Je vais commencer par vous lire une partie de la version de la métaphysique. Il écrit la chose suivante. Rien n'est plus fécond, tous les mathématiciens le savent, que ces obscures analogies, ces troubles reflets d'une théorie à une autre, ces furtives caresses, ces brueries inexplicables, rien aussi ne donne plus de plaisir aux chercheurs. Un jour vient où l'illusion se dissipe, le pressentiment se change en certitude, les théories jumelles révèlent leurs sources communes avant de disparaître. Comme l'enseigne la Gita, on atteint à la connaissance et à l'indifférence en même temps. La métaphysique est devenue mathématique, prête à former la matière d'un traité dont la beauté froide ne saurait plus nous émouvoir. Alors maintenant, je vais vous lire la version originale, qui n'est pas tellement citée en général, c'est la version dans la lettre à Simone. Examinons de plus près cette analogie. Dès qu'elle s'est traduite par la possibilité de transposer une démonstration telle qu'elle d'une théorie à l'autre, donc il parle des analogies corps de fonction, corps de bombe, puis aussi la troisième pierre de la pierre de Rosette, c'est les corps de fonction sur C. Donc une démonstration telle qu'elle d'une théorie à l'autre, cette analogie, donc, elle a déjà cessé sur ce point d'être féconde. Elle l'aura cessé tout à fait si un jour on arrive d'une manière sensée et non artificielle à fondre ces deux théories en une seule. De même, vers 1820, les mathématiciens Gauss, Abel, Galois, Jacobi se laissaient avec angoisse et délice, guidés par l'analogie entre la division du cercle, problème de Gauss, et la division des fonctions elliptiques. Aujourd'hui, nous montrons bien facilement que l'un et l'autre problème donnent lieu à des équations abéliennes. Nous avons la théorie, je parle de la théorie purement algébrique, il ne s'agit pas d'arithmétique en cet instant,
des extensions abéliennes. Fini l'analogie, fini les deux théories, fini ces troubles et délicieux reflets de l'une à l'autre, ces caresses furtives, ces brueries inexplicables. Nous n'avons plus, hélas, qu'une seule théorie, dont la beauté majestueuse ne saurait nous émouvoir. Rien n'est plus fécond que ces attouchements quelque peu adultères. Rien ne donne plus de plaisir aux connaisseurs, soit qui y participent, soit même qu'en historien, il les contemple rétrospectivement, ce qui ne va pas néanmoins sans un peu de mélancolie. Le plaisir vient de l'illusion et du trouble des sens. Partie l'illusion, obtenue la connaissance, on atteint l'indifférence en même temps. Il y a, du moins là-dessus, dans la Gita, un tas de slokas plus définitifs les uns que les autres, mais revenons à nos fonctions électriques. C'est quand même autre chose. Et alors, maintenant, je reviens au texte du colloque récent. Je n'ai pas compris d'où viennent les deux versions. Il a envoyé la deuxième version à sa sœur. Non, il a écrit une lettre à sa sœur. Les deux textes sont publiés dans ses œuvres scientifiques. Et puis, il s'est inspiré de la lettre à sa sœur pour écrire un texte sur de la métaphysique aux mathématiques, qu'il a, disons, bon, on va dire, transformé. Donc c'était la première version, c'est la version qu'il a publiée. Oui, donc je fais comme ça. J'ai lu une partie de la deuxième version, ensuite la première version qui concerne cette partie-là, puis maintenant je reviens à la deuxième version et je lis la suite. Donc, il dit ceci. Ainsi nous savons, nous, ce que cherchait à deviner Lagrange quand il parlait de métaphysique à propos de ses travaux d'algèbre. C'est la théorie de Galois qu'il touche presque du doigt à travers un écran qu'il n'arrive pas à percer. Là où Lagrange voyait des analogies, nous voyons des théorèmes. Mais ceux-ci ne peuvent s'énoncer qu'au moyen de notions et de structures qui, pour Lagrange, n'étaient pas encore des objets mathématiques. Groupe, corps, isomorphisme, automorphisme, tout cela avait besoin d'être conçu et défini. Tant que Lagrange ne fait que pressentir ces notions, tant qu'il s'efforce en vain d'atteindre à leur unité substantielle, à travers la multiplicité de leurs incarnations changeantes, il est pris dans la métaphysique. Du moins, y trouve-t-il le fil conducteur qui lui permet de passer d'un problème à un autre, d'amener les matériaux à pied d'œuvre, de tout mettre en ordre en vue de la théorie générale future. Grâce à la notion évidente du groupe, tout ça devient mathématique chez Galois. Donc finalement, il y a deux choses dans ces textes de Weil. D'une part, il y a la relation entre processus créatif et sensualité. Et c'est plus spectaculaire dans la lettre à sa sœur que dans le texte suivant. Le deuxième point, c'est est-ce que dévoiler un mystère supprime sa richesse? C'est les deux choses qu'il dit. Et je ne vais pas me prononcer ou me lancer dans une discussion là-dessus, mais c'est le point de vue de Weil, hein, que dévoiler un mystère supprime sa richesse. Mais on peut aussi penser à des exemples où, quand on résout un problème, ça crée une illumination et ça fait une ouverture vers l'infini, parce qu'on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues si on n'avait pas résolu le problème. Donc les deux points de vue sont intéressants. Alors, je vais continuer un peu sur la sensualité. J'ai trouvé une lettre de Descartes à Fermat. C'est une lettre que Descartes a écrite à Fermat quand ce dernier lui a expliqué sa méthode des tangentes. Et à ma grande honte, j'ai pas révisé ce que c'est que la méthode des tangentes. En tout cas, voici ce qu'écrit Descartes. Je n'ai pas eu moins de joie de recevoir la lettre par laquelle vous vous faites la faveur de me promettre votre amitié que si elle me venait d'une maîtresse dont j'aurais passionnément désiré les bonnes grâces. Alors maintenant, nous allons passer à une citation de Guy Mandel. Dans un séminaire, séminaire maths-musique à l'École normale supérieure le 10 décembre 2005. Ça s'appelait « S'orienter dans la pensée mathématique, l'art des conjectures ». Et je crois que c'est publié ou c'est sur le point de lettre, c'est ça? C'est déjà publié.
Donc, la quatrième partie s'appelle brouillard et analogie. Voici la situation. Qu'est-ce qui meut le mathématicien dans sa pensée? Le désir. Quel désir? Le désir de comprendre. C'est le conatus des mathématiciens. Comprendre quoi? Certaines choses concernant les objets mathématiques, génériques ou singuliers, et surtout les mystères de leur rapport mutuel. Et ce qui excite le désir, le mystère même, le mystère qui enflamme l'imagination, qui elle-même fait surgir des idées nouvelles qui déchireront le voile. Peut-être une réconciliation du point de vue de Veil et de ce que je disais tout à l'heure. Encore une citation, sauf si vous voulez intervenir. On aimerait que tu renchérisses sur ce qui vient d'être dit. Au-delà de la citation, l'analyse. Moi, oui. Oui, non, l'intervenant, toi. Moi. Mais j'ai pas grand-chose. Ça se développe, ça se repense. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'ai à dire que peut-être ce qu'écrit Veil et ce qu'écrit Yves, c'est complémentaire. Puisque Veil écrit la rationalisation des idées détruit la destruction. Rationaliser est négatif parce que ça détruit le mystère. Et Yves a plutôt l'air de dire que le mystère fait surgir les idées nouvelles qui déchireront le voile. Je dis que je ne suis pas philosophe, je me contente d'agiter des idées, de lancer des questions. Alors, et au point de vue de ce que ça évoque dans les mathématiques que tu pratiques, je ne sais pas très bien répondre là-dessus. Sur le plan personnel. Non, sur le plan des mathématiques. Sur les mathématiques que je fais. Des expériences, des choses similaires. Non, j'ai des expériences que je citerai ensuite, mais pas sur ceci précisément. Pas sur ceci. Je vais lire le rêve de Thomasson. Parce que ça, c'est aussi un morceau d'anthologie. Donc Thomasson a écrit un article avec Thomas Strobel, qui est un co-auteur décédé. Et dans l'introduction, il finit en disant ceci, donc je cite de l'anglais: The first author states that his co-author and close friend, Tom Strobel, quite intelligent, singularly original, and inordinately generous, killed himself consequent to an endogenous depression. 94 days later, in my dream, Tom's simulacra remarked, the direct limit characterization of perfect complexes shows that they extend just as one extends a coherent sheaf. Awaking with a start, I knew this idea had to be wrong, since some perfect complexes have a non-vanishing K0 obstruction to extension. Aucune importance que vous compreniez ou non de quoi il parle. I had worked on this problem for 3 years and saw this approach to be hopeless. But Tom's simulacrum had been so insistent, I knew he wouldn't let me stop undisturbed until I had worked out the argument and could point to the gap. This work quickly led to the key result in this paper. Et il ajoute, to Tom, I could have explained why he must be listed as a co-author, so maintenant c'est ce qu'il ajoute. During his lifetime, Tom also pointed out the interesting comparison of the careers of Grothendieck and Newton. Là, j'avoue que je n'ai pas suivi. Le mysticisme dans les deux cas? Peut-être, je ne sais pas. Parce que Newton, Newton, c'est une fois partie de sa vie, il a filmé. Ah oui, c'est vrai.
Autodique, oui, c'est une sorte de mysticisme. Donc ça, ça concerne toujours le processus créatif. Hein. C'est la manière dont enfin, c'est pas la peine de faire l'exégèse de ce texte de Terrasson, je pense que ça parle par lui-même. Alors, je vais finir par une expérience personnelle. C'était quand j'étais postdoc à Harvard, puis je réfléchissais sur un problème, et puis j'ai là-dessus des semaines ou des mois. Puis un matin, je me réveille, je n'ai pas vraiment de souvenir de rêve, mais j'avais la solution. Je disais, ah ben oui, c'est comme ça que ça marche. Effectivement, ça a marché comme ça. Donc, le processus créatif est assez mystérieux. Il y a des choses qui peuvent... Enfin, là, je parle de mon expérience personnelle. Hein. Les choses peuvent maturer pendant un temps qui peut être incroyablement long. Et puis, on est dans le noir, on ne comprend pas. Et puis, à un moment, c'est devenu clair. Et c'est, je disais, le noir, finalement, je n'ai pas pensé à ça en préparant ça, mais en alchimie, il y a le veau noir. Quelque chose comme ça. Poincaré aussi le décrit, ça, avec les fonctions fouchiennes, quand il voyage sur Caen et qu'il met son pied sur les escaliers pour montrer dans le train, l'idée lui est claire, il avait travaillé. Donc, oui, mais c'est ça qu'il a fait. Ouais, il fait ça. Il y a qui lui lit en chimie. Comment? Et qui lui lit en chimie. Qui lui lit en chimie, qui a réussi son anneau Mazarin, pour trouver la solution. D'accord. Je pense que je peux faire juste une petite image au sujet de ces moments quand on trouve. C'est là aussi qu'il faut avoir confiance en soi. Parce que ça, en fait, il y a une connexion avec le début de ton exposé. Quand je sais que quand on a trouvé quelque chose après 3 ans, en fait, ça semble tellement évident et bête. Je me dis, mais comment je n'ai pas vu ça pendant 3 ans? Très souvent, il y a cette réaction. Oui, exactement. Comment j'ai pas vu ça? Mais le processus créatif est mystérieux, il est lié à tellement de choses complexes. Je ne vais pas rentrer dans la psychologie, mais c'est clair que ça a à voir. Enfin, voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Alors, là, pourquoi j'écris ça? Oui, d'accord. Bon. Intermède, les mathématiques sont-elles une science ou un art? Oui, donc ça me revient. Oui, c'est aussi une expérience personnelle. Il y a assez longtemps, il y a plus de 20 ans, j'étais en Inde et j'avais été bombardé membre d'une délégation de Paris 7, c'était l'université Denis Diderot, donc délégation qui était chargée d'aller voir telle et telle université ou institut pour faire des accords de coopération. On était, je ne sais plus, 3 ou 4. Et alors, dans mon souvenir, donc, à part moi, il y avait un physicien, un chimiste, un troisième dont j'ai oublié le domaine de recherche, et une professeure d'anglais. Et expérimentalement, pendant, je ne sais pas, la semaine qu'on est passé ensemble, j'ai aperçu que la personne avec qui je discutais le plus, c'était ni le physicien ni le chimiste, mais c'était la prof d'anglais. Donc, je me demandais, c'est les processus mentaux, enfin les intérêts, la réflexion, chez les mathématiciens purs, en tout cas, est-ce qu'ils sont plus proches de ceux des sciences physiques ou des disciplines dites des sciences humaines? Et oui, c'est ça que j'ai écrit. Oui, c'est ça. En science, on se confronte à l'expérience. Pour que quelque chose, un résultat en physique soit valable, il faut qu'il soit confirmé par l'expérience. En maths, ça existe bien sûr parce qu'il y a des calculs par ordinateur,
mais c'est quand même beaucoup plus marginal. Donc, c'est pas le même processus créatif, et peut-être que celui des mathématiciens purs, notre processus est plus proche de celui qu'il y a en littérature, en musique ou en peinture. Mais je ne sais pas, je n'affirme rien, c'est Je pense que pour aller dans ce sens-là, les mathématiciens sont très sensibles à la préservation des textes écrits dans les bibliothèques, comme les sciences humaines, alors que les sciences expérimentales sont beaucoup moins actuellement. Et c'est intéressant. Nous, on est dans le texte écrit. Moi, je me suis beaucoup battu pour défendre la bibliothèque à Orsay, par exemple. Je crois qu'il reste quand même une forme de consensus là-dessus. C'est ça qui nous rappelle de la certaine. Oui, par un aspect. Un aspect, c'est pas le. L'autre, c'était le processus de recherche. Vous parlez un peu d'écriture. Oui. Qu'est-ce que j'ai sur le point de l'expérience dont vous parlez, est-ce que l'expérience du rapport à autrui, de confronter les résultats et les démonstrations ou les objets que l'on conçoit, c'est pas une forme d'expérience? Par exemple, dans le cas de l'erreur, le fait de soumettre quelque chose à autrui est une manière d'en faire l'expérience et de voir s'il n'est pas possible de voir quelque chose qu'on n'a pas vu. C'est possible, mais il y a une différence fondamentale, c'est que la physique, la chimie, les sciences dites dures, même la biologie, se confrontent au monde réel. Et les mathématiques, surtout les mathématiques pures, se confrontent au monde mathématique. C'est comme la Oui, physique. mais on sait, elle est réelle. Le monde mathématique n'est pas. Je vais revenir sur la description de ta fulgurance à Harvard, parce qu'il y a un mot que tu n'as pas prononcé, mais d'habitude, quand les mathématiciens racontent ce qui leur est arrivé quand ils ont fait une découverte, ils parlent toujours d'intuition. Très souvent. Si, on peut dire que dans les tâtonnements pour arriver à ce résultat, il y avait des intuitions, mais ces intuitions n'étaient pas concluantes. Ça ne marchait pas. Puis à un moment, il y a eu l'évidence, ah oui, c'est comme ça que ça marche, et puis c'est complètement clair. Donc, oui, les intuitions, mais elles sont pas très importantes dans cette histoire. En général, Ouais. Dans l'histoire particulière dont je parle. d'accord. Ah ouais, Mais souvent, quand on interroge les mathématiciens, c'était le cas d'Adamar qui fait tout un livre là-dessus, il interroge les mathématiciens et les physiciens, et ils utilisent toujours le mot intuition. C'est le cas d'Einstein qui raconte comment il a trouvé la relativité. Plus tard, ça a été le cas de Feynman qui a aussi raconté les mêmes, en parlant de mouvements physiques qu'il a eu quand il découvrait les théorèmes de Feynman. Et puis le dernier cas, c'est le texte chez Grothendieck, c'est très fréquent, qui raconte. Oui, tout à fait. Ce livre de la marge, je l'ai lu, il est. Il y a l'odeur des erreurs fréquentes, justement, l'intuition travaillée au sein de Bachelard, l'intuition puissante, Oui, un peu visionnaire sur le plan scientifique, c'est elle qui était un peu en arrière-plan du début de l'exposé. Mais le problème, c'est que du point de vue du philosophe, il y a deux écoles. Il y a une école pour laquelle l'intuition n'existe pas, et qui se raccrocherait plutôt à la description que tu as faite de ta découverte. Et puis une autre école, celle pour laquelle l'intuition n'existe pas, elle se ramène à Peirce, c'est essentiellement Peirce qui a développé cette idée-là. Et puis les descendants de son école, et puis toute l'école française qui remonte à Descartes. Je ne veux pas trancher, je crois qu'on ne peut pas trancher. Il y a certains cas où il y a de l'intuition, il y a d'autres cas où ça se passe autrement, et on ne peut pas faire de généralité. Bien sûr que l'intuition existe, est importante. Il y a le mot de Bachelard qui considérait justement que l'intuition peut être un obstacle à la pensée scientifique, qu'il a fait dans ses travaux. Mais de l'autre côté aussi, il y a la posture de Poincaré, où l'intuition joue le rôle fondamental dans les mathématiques. Parce que chez Poincaré, en fait, l'intuition, la présence de l'intuition est importante. Donc, parce que le débat porte, on ne peut pas y trancher. C'est les processus même de découverte, on ne sait pas comment ça se présente là. On ne sait pas d'où on part, mais en tout cas, c'est un travail qui
qui est dans le profond du subconscient et qui vient dans le conscient bien après. Oui, je constate que l'intuition est absente de l'exposé que je suis en train de faire aujourd'hui. Je n'avais pas remarqué. Je voudrais dire quelque chose au sujet des expériences. Oui. En mathématiques, il y a deux écoles aussi. En mathématiques, ceux qui croient aux exemples, qui vont guider les recherches, et les autres qui sont tout à fait opposés. Par exemple, Sheila, qui est connu, quelqu'un qui a dit, mais non, je ne veux pas des exemples jusqu'à la fin, parce que si j'ai des exemples, alors ça va me donner de mauvaises idées, parce que je vais étudier. Donc ça, c'est aussi... Grothendieck détestait les exemples. Ah, Enfin, c'est pas qu'il les détestait, c'est qu'il les ignorait. Ça c'est intéressant. Oui. Sur la fulgurance, Oui. en créativité, on pourrait le dire de façon plus sensuelle et dire que c'est un coup de foudre. Oui. Voilà. Bon, mais pour revenir aux erreurs, c'est plutôt les erreurs individuelles que vous avez évoquées. Voilà. Et c'est toujours rassurant de penser aux erreurs individuelles parce que c'est les autres, c'est toujours les autres qui se trompent. Et les générations se moquent des générations qui précèdent. Bon, sauf qu'il a été évoqué Bourbaki. C'est-à-dire que c'est plus de l'erreur individuelle, c'est de l'erreur de groupe. Voilà. Et on peut même étendre ça à des erreurs de communauté entière et même d'époque. Bon, les théologiens du temps de Copernic, le géocentrisme. Donc, il faudrait aussi avoir la modestie de se dire que derrière nous, il y en a qui vont se moquer. Voilà. Nos propres erreurs et éventuellement même des erreurs de communauté. Voilà. Pas seulement des erreurs individuelles. Absolument, vous avez raison, les erreurs, on pense aux erreurs De individuelles. communauté entière. Quand une erreur se fait et qu'elle n'est pas encore considérée comme une erreur, elle imprègne évidemment, si elle est importante, la société autour d'elle. Ah oui, donc là on arrive à la fin, c'est les conjectures. Parce que tout de même, faire une conjecture, c'est énoncer quelque chose, et ce quelque chose peut être vrai, ou peut aussi être faux. Donc on peut se tromper en faisant une conjecture. Donc c'est dans le sujet de l'exposé. Alors, donc exactement. Donc j'ai mis comme titre conjecture motivique entre guillemets et le réchet. Alors je vais justement commencer par le point de vue de Weil et d'autres mathématiciens. Alors, donc je vais vous lire un long extrait dans les œuvres de Weil, il y a des commentaires sur ces textes. Donc là c'est cet article qui s'appelle Über die Bestimmung, je crois que c'est celui qui explique que quand on tord une fonction L par un caractère, c'est celui-là? Oui. 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 Alors il écrit néanmoins, oui c'est ça. Néanmoins, donc ça n'a pas beaucoup d'importance l'origine de ce commentaire. Néanmoins, dans l'exposé que je fis de mes résultats à Munich en juin 1965, à Berkeley en février 1966, puis dans Crochet 1967A, qui est l'article, je crois, j'ai évité de parler de conjecture. Ceci me donne l'occasion de dire mon sentiment sur ce mot dont on a tant usé et abusé. Sans cesse, le mathématicien se dit « ce serait bien beau » ou « ce serait bien commode » si telle ou telle chose était vraie. Parfois, il l'avait écrit sans trop de peine, d'autres fois, il ne tarde pas à se détromper. Si son intuition, voilà tout de même le mot intuition, a résisté quelque temps à ses efforts, il tend à parler de conjecture, même si la chose a peu d'importance en soi. Le plus souvent, c'est prématuré. En théorie des groupes, on a longtemps parlé d'une conjecture de Burnside, car veut dire celui-ci, fort judicieusement, n'avait proposé que comme problème.
Il n'y avait pas la moindre raison de croire que l'énoncé fût vrai. Finalement, il était faux. Nous sommes moins avancés à l'égard de la conjecture de Mordel. Il s'agit là d'une question qu'un arithméticien ne peut guère manquer de se poser. On n'aperçoit d'ailleurs aucun motif de parier pour ou contre. C'est un thème récurrent chez Weil, le scepticisme sur les conjectures. Peut-être dira-t-on que l'existence d'une infinité de solutions rationnelles pour une équation f de y égale 0, en l'absence d'une raison algébrique qui la justifie, est infiniment peu probable, mais ce n'est pas un argument. En ce qui concerne les questions que j'ai posées à la fin de 1967A, tant de résultats partiels sont venus depuis lors. Ah, mais c'est l'article de la conjecture de Weil. Sont venus depuis lors s'imposer au mien, que je n'hésiterai plus, je crois, à parler de conjecture, entre guillemets, encore que le terme hypothèse de travail soit peut-être plus approprié. On a eu un exposé en février j'ai oublié son nom, Olivier Fouquet, qui parlait de ça et qui parlait de la réaction de Serre, qui justement a fait des expériences, des petites expériences, et qui dit après ces expériences, c'était tellement concluant que j'étais convaincu que la conjecture était vraie. Donc il était plus positif que Weil. En tout cas, pour conclure la citation de Weil, en tout cas, s'il m'appartenait de donner un conseil à qui n'en demande point, je recommanderais d'employer désormais le mot de conjecture avec un peu plus de circonspection que dans ces derniers temps. Et alors, j'ai deux commentaires à faire là-dessus. Le premier, c'est que donner conseil à qui n'en demande point, j'ai une petite hypothèse sur qui ça pourrait être, parce que c'est à peu près à l'époque d'un colloque à Bombay, où Weil et Grothendieck étaient présents, et Grothendieck avait annoncé des conjectures standards. Il paraît que, en disant que c'était la chose la plus urgente à démontrer en mathématiques, il paraît que Weil, qui fait son exposé après, a commencé son exposé en disant « Mes conjectures ne sont pas standards et il n'y a aucune urgence à les démontrer. » Le deuxième commentaire, c'est que donc la conjecture de Burnside, pour ceux qui connaissent, c'est si on a un groupe qui est de type fini, qui est engendré par un nombre fini d'éléments, et qui est d'exposant fini, est-ce que ce groupe est fini? Alors s'il est d'exposant 2, c'est vrai, s'il est d'exposant 3, c'est vrai, et puis en général c'est faux. Mais c'est pas complètement faux, parce que si on prend ce qu'on appelle le complété profini d'un groupe comme ça, eh bien, ça devient vrai, c'est-à-dire ce complété profini est toujours fini. Théorème de pas mal de gens, mais notamment de Zelmanov, et ça lui a donné une limite. Donc ça peut nous faire réfléchir sur le point de vue de Weil. Le passage que tu as écrit, tu as lu de Weil, de Konstantin, est-ce qu'il s'agit, est-ce que c'est tiré de l'article de 67 ou... Non, c'est ses commentaires. C'est ses commentaires qu'il a écrits une vingtaine d'années plus tard. Oui, je ne sais pas combien de temps plus tard, mais plusieurs années plus tard. Parce qu'il y a un élément de contexte, c'est qu'il y avait une guerre avec Lang sur la paternité de la conjecture. Je crois que c'est venu après. C'est-à-dire que Lang est intervenu après la publication de ça. Alors ça, je ne suis pas sûr, justement. Lang, c'est dans les années 80, et ça, je crois que ça aussi, c'est les années 80. Parce que les œuvres de Weil sont dans mon souvenir, c'est 76. Ah, les œuvres de Weil sont je crois que c'est pas influencé par eux. Oui, c'est avec mais si tu veux, donc, cette histoire sur les conjectures, etc., c'est indirectement une réponse aussi à Lang. Et bien sûr, il ne va pas nommer Lang parce que... des conjectures de Lang. Des conjectures de Lang. Non, la campagne de Lang sur... Je ne suis pas sûr. Alors, un autre exemple de conjecture, mais qu'il ne faut pas appeler conjecture, c'est le problème de Serre. Que Serre a formulé dans les années 50. Et donc, il demande quelque chose du genre, une question ouverte, c'est est-ce que, je ne sais pas, tout filet vectoriel sont
sur l'espace affine et trivial. Et Serre avait été très, très offensé. Finalement, la réponse est oui. Quelqu'un a écrit un livre qui s'appelait Serre's Conjecture, et Serre était pas content du tout. Il disait non, 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 ce n'était pas une difficulté, c'était un problème. Néanmoins, ce problème a eu d'abord deux démonstrations pas vraiment identiques, hein, de Cullen et de Suslin, et puis il a une paternité. C'est-à-dire que, d'une part, Cullen et Suslin font partie des gens qui ont contribué le plus à la fondation de la quatrième théorique. Puis ensuite, ce problème a une descendance. Donc, il y a la conjecture de Bass-Cullen, j'ai oublié exactement ce qu'elle dit. Puis ensuite, plus récemment, ce qu'on appelle la A1 homotopie des schémas. Donc, même si un énoncé est formulé de manière innocente et que son auteur se défend d'en faire une conjecture, ça peut avoir une influence tout à fait importante sur le devenir des mathématiques. Alors un exemple dans une autre direction, c'est la conjecture jacobienne. La conjecture jacobienne, quelquefois on dit problème jacobien, je ne vais pas l'énoncer, mais j'ai regardé, donc elle est due à un certain Keller en 1939. C'est toujours une conjecture ouverte, et c'est une conjecture qui ne sert à rien. Elle n'a aucune conséquence, à ma connaissance, hein. Mais néanmoins, il y a beaucoup de grands mathématiciens qui en ont fait des démonstrations. Donc, ça vous prouve que l'importance d'une conjecture n'est pas nécessaire pour sa popularité. Alors, maintenant, j'en viens à la conjecture de Hodge, qui a connu bien des avenirs. Donc, je vais commencer de nouveau par un commentaire de veille. C'est un commentaire sur le dernier article de ses œuvres qui n'a pas été publié, qui s'appelle Abelian Varieties and Hodge Rate. Il dit « La question que pose la conjecture de Hodge est bien naturelle puisque le théorème de Lefschetz consiste à en affirmer la validité en codimension. Si cette conjecture était vraie en toute codimension, bien des problèmes de géométrie algébrique en deviendraient beaucoup plus faciles. » C'est comme ça qu'il formule les choses. Par malheur, en dépit du mot conjecture, CF 1967A, étoile, qui est la précédente, il n'y a que je sache pas l'ombre d'une raison d'y croire, point virgule, on rendrait service aux géomètres si on pouvait trancher la question au moyen d'un contre-exemple. Et alors, ce truc est intéressant parce que l'article en question, l'article qu'il commente, est une espèce de défi au lecteur. Il dit, la conjecture de Hodge, ah oui, alors très bien. Eh bien, voilà, je vous donne une variété, je vous donne une construction, voilà, un cycle de Hodge. Il est un peu particulier, mais enfin, c'est manifestement un cycle de Hodge, il est très intéressant. Démontrez-moi qu'il est algébrique. Et c'est précisément en s'inspirant de cet exemple de Veil, et en généralisant, que Deligne s'est rapproché beaucoup de la conjecture de Hodge et a démontré quelque chose qui est une approximation de ce théorème que sur une variété abélienne, tout cycle de Hodge est de Hodge absolu. L'outil principal, c'est les fameux cycles de Veil. C'est assez ironique. L'an dernier, Markman a démontré que les cycles de Veil, qui accrochent la forme quadratique et discriminant 1, sont effectivement algébriques. Ah oui? Oui, c'est en toute généralité? Oui. Rapport quadratique. D'accord. Et qui a démontré ça? Et Yann Markman. Ah, Markman. D'accord. Alors, dans la même direction, je vais citer une lettre, un extrait d'une lettre de Serre à Grothendieck. C'est dans la correspondance. Serre n'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui exprime des opinions beaucoup. Pas de commentaires sur le texte. Donc voilà ce qu'il écrit. Grothendieck lui a envoyé une version de Récoltes et Semailles, puis il commence par dire oui, bon, écoute, etc. Puis à la fin, il dit bon, maintenant je vais faire des
des remarques un peu plus légères sur la typographie, c'est pas joli, et puis l'orthographe. Cru ne prend un accent circonflexe que lorsque c'est le participe passé du verbe croire. J'ai cru accent circonflexe en sagesse, mais j'ai cru sans accent circonflexe en la conjecture de Roche. On peut expliquer ça avec un dessin, s'il vous plaît. Quelle différence? C'est des citations, hein. C'est juste pour l'orthographe. Oui, je comprends, mais c'est le deux niveaux de croyance, c'est ça? Non. C'est quoi? C'est ça que je ne comprends pas. C'est grandir. 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 Voilà, j'ai compris. Ah, voilà, ça c'est. Voilà. Merci beaucoup. Il y a aussi une autre citation de livre, c'est... Je peux faire un commentaire sur ça. Oui. J'ai un peu le sentiment que, au niveau des fautes d'orthographe, on pense que l'auteur n'est pas fiable. Que l'auteur n'est pas fiable. Donc tu crois que tu pensais que Grothendieck n'était pas fiable? Je ne sais pas pour Grothendieck, mais... Grothendieck fait extrêmement peu de fautes d'orthographe. Oui. Oui. Comment? Surtout par rapport à Surtout pas. par rapport à tout ce qu'il y a écrit. Oui, la densité. D'autres questions? Alors je vais continuer. Oui, donc avec une citation de livre. Donc c'est le début de pour une théorie inconditionnelle des motifs. Ce ne prouve pas en direction de la conjecture de Roche. Et j'ai cru sentir que ton optimisme s'est un peu émoussé depuis. Alors, je vais continuer un petit peu dans la même direction, c'est-à-dire, là, je vais faire une citation de Bellinson dans un texte qui s'appelle Remarks on End Motives, etc., etc. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il part de 3 conjectures motiviques qu'on désire beaucoup depuis longtemps, et puis il dit, alors voilà, je vais en tirer une conséquence, et cette conséquence, la voici. Donc la conséquence, c'est étoile. Voilà. Et donc il écrit One is tempted to look for a counterexample to star, to ruin conjectures A to C. Donc les conjectures A, B, C, ce sont les fameuses conjectures multipliques. C'est comme ça qu'il exprime les choses. Il ajoute It is conceivable that star is actually equivalent to A to C. Donc c'est intéressant parce que c'est assez ambigu. Hein. Ça fait un peu une manière un peu esthétique de prendre ses distances vis-à-vis de la validité de ces conjectures, mais tout de même de laisser entendre que bon, voilà. Je crois que Bellinson croit en conjecture. Il y a des auteurs qui vont plus loin. Par exemple, Foster, on met de l'algèbre communicative, il écrit un énoncé comme ça, tout module admet, admet un petit module, peu importe. Et après avoir une conjecture, la ligne suivante, c'est il est fort plausible que cet énoncé soit complètement faux. Donc personne ne sait si sa conjecture c'est exactement l'opposé. Dans tous les cas, il gagne. Alors maintenant, non, ça c'est encore une longue citation. C'est aussi de Grothendieck.
sur la création des motifs, donc c'est un extrait d'Aristote Somal, dont on cite en général un petit extrait. Et là, j'ai lu en détail, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes que ce petit extrait. Alors, j'ai quand même fait des coupures, hein, parce qu'il y a des répétitions. Mais néanmoins. Alors, voilà ce que Grothendieck écrit. Point n'est besoin de se soucier de démonstration ou de construction complète. S'encombrer de telles exigences à ce stade-là du travail reviendrait à s'interdire l'accès de l'étape la plus délicate, la plus essentielle d'un travail de découverte de vaste envergure, celle de la naissance d'une vision prenant forme et substance hors d'un apparent néant. Le simple fait d'écrire, de nommer, de décrire, ne serait-ce d'abord que d'écrire les intuitions élusives, donc il y a tout de même des intuitions, ne serait-ce d'abord que d'écrire des intuitions élusives ou simples soupçons réticents à prendre forme, a un pouvoir créateur. Par la seule vertu d'un effort de formulation, ce qui était informe prend forme, se prête à examen, faisant se décanter ce qui est visiblement faux de ce qui est possible. Maintenant, voilà la situation actuelle. 10 choses soupçonnées seulement, dont aucune, la conjecture de Hodge, disons, surprise, n'entraîne conviction, mais qui mutuellement s'éclairent et se complètent et semblent concourir à une même harmonie encore mystérieuse, acquièrent dans cette harmonie force de vision. Alors même que toutes les 10 finiraient par se révéler fausses, le travail qui a abouti à cette vision provisoire n'a pas été fait en vain, et l'harmonie qui nous a fait entrevoir et qui nous a permis de pénétrer tant soit peu n'est pas une illusion, mais une réalité, nous appelant à la connaître. À connaître la réalité. Quand nous savons que les choses ont raison d'être ce qu'elles sont, ont raison, c'est dur à dire, hein. Quand nous savons que les choses ont raison d'être ce qu'elles sont, que notre vocation est de les connaître, non de les dominer, notre vocation est de les connaître, non de les dominer, alors le jour où une erreur éclate est jour d'exultation, tout autant que le jour où une démonstration nous apprend, au-delà de tout doute, que telle chose que nous imaginions était bel et bien l'expression fidèle et véritable de la réalité elle-même. Donc, je trouve ce texte extrêmement complexe, parce que il dit beaucoup de choses. Il dit des choses apparemment paradoxales qui sont on fait un travail de recherche, on a des conjectures, donc ce qui est important, c'est d'avoir des illuminations, et puis finalement, si c'est faux à la fin, c'est pas grave, ce travail n'aura pas été fait en vain. J'avoue que je n'ai pas vraiment réussi à entrer dans cette philosophie, mais je vous la livre tout de même. Il faudrait qu'il donne... il faudrait avoir des exemples. Alors je vais donner un exemple après, mais il n'est pas donné. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Ça rejoint beaucoup ce qui a été dit sur le tout début de la lignée Paraman, ça rejoint beaucoup de choses qu'on dit auparavant. Mais ce qu'elle disait, elle... Il ne va peut-être pas remplir toutes les attentes de l'harmonie préétablie ou l'harmonie simplifiée. Il va y avoir un parcours dialectique, un parcours, d'ailleurs un mot qui a été très prononcé jusqu'à présent, mais qui est au cœur de l'activité scientifique. Et comme tu l'as dit il y a un instant, on va peut-être avoir 90% de l'univers qu'on explore qui est régulé par ces lois préétablies et peut-être 10% qui sont d'un nombre de contre-exemples à explorer. Parfois, c'est une proportion inverse. Et ce que dit Grothendieck qui est assez magnifique, ça rejoint beaucoup ce que l'histoire des mathématiques nous enseignait. C'est quand il y a un vrai obstacle épistémologique, un vrai obstacle de pensée, une vraie création, cascade d'erreurs qui se suivent et qui s'enchaînent d'un chercheur à l'autre, très souvent, c'est le signe que la raison se heurte à des domaines ontologiques absolument nouveaux. C'est ça dont on s'est souvenu sur le plan historique, c'est des grands moments, des grands pitons rocheux de l'Himalaya de la pensée mathématique, c'est ça exactement. C'est l'endroit où on perce des nouvelles ontologies. Moi j'ai souvent dit dans les cours que j'ai fait en L3 à Orsay, que le théorème qui nous paraît très simple, que pi est transcendant, c'est une complexité absolument aberrante. Démontrer que dans un immense univers quelque chose n'existe pas, c'est une difficulté extrême, c'est pour ça que ça a pris 2 millénaires.
il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'existence de jeux mathématiques, ou bien créés, ou bien dans le formalisme, ça je ne m'engage pas là-dedans. Mais la vérité, c'est que cette position, l'articulation de la pensée à ce moment, ça rejoint ce que j'ai lu de Didier Baudin tout récemment, qui m'a transmis ses textes environ 2 semaines. C'est ce moment où on est dans l'ouverture, on est dans la fermeture, il y a toujours on est sur le fil d'une aiguille, on est sur le fil d'un rasoir devant l'inconnu, et justement, ça je pense que Grothendieck explique très bien. Il dit justement dans cette situation, dès qu'on progresse un peu, quelque part, de toute façon, on va coucher sur les papiers des choses, on va penser des choses, qui vont commencer à se cristalliser, même de manière embryonnaire. Et c'est assez rare, c'est très rare, c'est arrivé dans l'histoire des maths qu'il y a des choses qui s'effondrent totalement et ça ne vaut rien du tout. C'est plutôt exceptionnel. On a quand même fait des pas en avant, on a quand même fait des choses pour être récupéré. C'est ça qui explique. Il y a aussi un truc très métaphysique auquel j'ai moi-même un peu pensé ces dernières années. Ce qu'il exprime à l'instant, c'est qu'il y a un côté irréversible, créateur irréversible, dans chaque acte qu'on engendre, même s'il est infinitésimal, quelque chose va quand même se produire à nous. C'est ce que dit Grothendieck, on va écrire quelque chose, quand même quelque chose va venir. C'est ce qu'il a aussi écrit dans d'autres paragraphes de Aristote Tessema, il est extrêmement optimiste par rapport à ça. À un moment, il dit il ne faut jamais s'acharner contre un truc qui résiste, il faut tout le temps que ça se passe tout seul, quelque part. Que les choses se présentent à nous toutes seules. Ça, c'est un point de vue philosophique extrêmement profond, que seul un génie comme Grothendieck peut vraiment exprimer. Qui correspond à une vérité métaphysique de notre rapport au monde. C'est très beau ce que tu dis, et ça m'évoque la toute fin de ce que tu as dit, ça m'évoque un passage d'une autre lettre de Serra Grothendieck. Ce n'est pas celle que j'ai citée, c'est la suivante, où il dit, il parle de marée montante, pour décrire ce que tu dis. Peut-être que c'est une citation de Grothendieck, mais je ne sais pas où elle est, disant on avance systématiquement, et puis finalement, ça dissout les difficultés. Il ajoute, mais peut-être que la raison pour laquelle, tu n'as pas dit pourquoi tu t'es arrêté. Peut-être que la raison, c'est que les conjectures arithmétiques sont de nature telle que cette méthode que tu as montrée étant tellement efficace, là, se heurte à une difficulté qu'elle ne marche pas. Et Grothendieck ne répond pas. C'est la dernière lettre du recueil. C'est la dernière lettre du recueil. Oui. Donc vous connaissez tous les citations de Grothendieck, et il a fait l'effort de les écrire. Moi, je ne les connais pas aussi bien. Je connais beaucoup de citations de Scheller qui ne sont jamais écrites. Je les dis comme ça. C'est une personne qui ressemble par sa carrière à Grothendieck, parce qu'il est très novateur dans ses idées, et très souvent il a des méthodes qui semblent sortir de nulle part aux autres qui travaillent dans le même domaine. Et je suis vraiment très impressionnée par la similarité de la philosophie qui est justement ce que vous avez, ce que vous avez justement expliqué, c'est que Scheller, je pense, je suis sûre qu'il va jamais dire un mot de Grothendieck, mais il va dire des choses très similaires. Il est toujours vivant. Oui, il a 78 ans. C'est Girard. Oui, moi aussi. Je crois que c'est Girard. Tu as parlé d'Hermann Weyl. La citation de Weyl, qui est un peu de sortie que tu ne veux pas répéter, c'est sur la vérité et la beauté. Alors, il explique que, je vois de quelle citation il s'agit, il explique que toute sa vie, il a eu affaire à une notion de vérité et de beauté, et qui fondait à ces deux notions, mais que quelquefois, elles étaient en contradiction, et il devait choisir. Et il choisissait en général la beauté. Mais alors, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est des illustrations de ces choix. Oui. Alors attends, est-ce que ça vient plus tard? Oui, un peu. Oui, je vais un peu en parler. En fait, il n'y a plus grand-chose. Hein. Il n'y a plus qu'une citation. Elle est très courte. Donc, ce que j'avais écrit, c'était
Ah oui, avant tout, puisque la conjecture de Hodge a un peu servi de punching ball aux gens, je voudrais faire une remarque, c'est que ce qu'on reproche à la conjecture de Hodge, c'est qu'elle a 70 ans ou 80 ans, et qu'elle n'est toujours pas démontrée, ça c'est une doute. Il y a aussi une remarque qu'on peut faire, c'est qu'en 70 ans, personne n'a été foutu d'en trouver un contre-exemple. Est-ce que c'est possible que c'est indépendant? Que ça? Indépendant des actions, comme Voilà, ma réaction, c'est mon expression facile. Non, je demande parce qu'il y a des moyens de montrer que des choses ne peuvent pas être indépendantes. Oui, mais il y a une intuition, alors c'est une intuition propre, peut-être qu'elle est partagée par d'autres mathématiciens, je ne sais pas, qui est que ce genre d'indécidabilité peut s'appliquer à certains problèmes mathématiques, et puis il y en a d'autres où c'est évident, entre guillemets, que ça ne s'applique pas. Et ce qui est évident pour moi ne peut pas être évident pour d'autres. Les accidents, ça arrive toujours aux autres. Mais peut-être que ça va être illustré par ce que je dis ensuite. Alors, ce que j'ai écrit, c'est comment tester des conjectures. Alors, le premier test possible, c'est un test expérimental. Et effectivement, là, je vous cite un extrait de 2 lignes. Donc, c'est un article qui s'appelle « Valeur de fonction L et période d'intégrale ». Au début, il dit « Cet article voit le jour à Don Zagier pour son insistance à demander une conjecture et pour la vérification expérimentale qu'il en a donnée sitôt émise. » Donc ça, c'est une situation assez marrante où il y a un mathématicien qui demande à un autre « Tu pourrais pas me donner une conjecture pour que je puisse la tester ?» Ah oui, ça pourrait être comme ça. Ah, merci, oui, ça marche. Bon, on n'est pas vraiment habitué à ça, mais ça se produit en mathématiques. Curieusement, c'est donc parce que Zagier a vérifié cette conjecture, c'est toujours sur les valeurs de fonction L, c'était le titre. Il a vérifié ça par calcul, peut-être par ordinateur. Et la première apparition des calculs par ordinateur dans ce domaine de mathématiques, c'est avec la conjecture de Borch et Swinnerton d'ailleurs. Mais là, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont partis de calculs expérimentaux sur l'ordinateur et ça a conduit à la conjecture. Et ce que décrit Deline, c'est le processus inverse. Bon, alors ça c'est une manière de tester les conjectures par l'expérience. Et un autre test qui m'est cher, c'est tester avec des si et seulement si. C'est-à-dire, avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille. Bien connu. Mais avec des si et seulement si. C'est-à-dire, la problématique est la suivante. C'est qu'une conjecture peut en impliquer une autre. Donc, il y a des conjectures, bon, je n'affirme pas du tout que c'est bien défini, hein, approximativement. Il y a des conjectures initiales, des conjectures finales. Je me contenterai de donner des exemples. L'hypothèse de Riemann est une conjecture initiale parce qu'elle implique énormément de choses mathématiques. Le théorème de Fermat est une conjecture finale parce qu'elle est impliquée par énormément de conjectures. Donc, elle joue des rôles très différents, c'est-à-dire que, par exemple, si je disais à une époque, si quelqu'un trouvait un contre-exemple à Fermat, il finirait certainement dans un lac avec une pierre autour du cou, parce que ça aurait tellement de conséquences dévastatrices sur le reste des mathématiques. Comme celui avec la racine de 2. Ah bah ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, donc le point, c'est que si une conjecture A implique une conjecture B, et qu'on s'intéresse à B, on peut être tenté de démontrer A, mais ça peut être dangereux parce que B pourrait être vrai et A pourrait être fausse. Donc, dans le cas de Fermat, on a démontré Fermat à l'aide de Camille Abeille, mais c'est une autre histoire parce que, comme on l'a dit il y a un petit moment,
entre guillemets, tout le monde croyait à Tamerlan. Serre, avec ses expériences, Bay s'en était convaincu aussi. Mais dans d'autres cas, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, c'est beaucoup plus rassurant d'arriver à montrer non seulement que A implique B, mais aussi que A était équivalent à B. Parce que c'est une reformulation, et puis on peut, pour attaquer cette forme de conjecture, on peut essayer d'attaquer d'autres formes, et donc de faire des reformulations. Évidemment, ensuite, on peut tourner en rond pendant 20 ans, hein, une reformulation, une reformulation. Mais enfin, c'est un exercice. Pour la conjecture de Jacombien, il y a beaucoup de formulations équivalentes, on se ramène à beaucoup plus grand nombre de variables, un petit peu plus élevées, mais finalement la difficulté reste la même au niveau des équations algébriques. Oui, je ne connais pas cette conjecture-là personnellement, mais je connais les conjectures. J'ai eu le malheur de m'y intéresser pendant quelques mois. D'accord. Sans parler de Riemann, sans doute pierre de conjecture. Ah oui, oui, absolument. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ensuite? Qu'est-ce qui fait croire ou douter d'une conjecture? Donc là, on n'en vient pas aux mathématiques, mais à la psychologie des mathématiciens, peut-être. Donc je dirais, c'est des hypothèses, hein, parce que ça va dépendre de chacun va avoir des réactions différentes. Donc pour douter, je dirais, il y a le découragement, l'expérience négative personnelle, peut-être. Pour croire, donc c'est pareil, l'expérience positive personnelle, on est arrivé à démontrer des cas, par exemple. Et puis alors, on peut revenir à ce qu'écrivait Grothendieck et d'autres, donc sentiment de cohérence, sentiment de perception d'une certaine beauté, et puis donc aussi des éléments de preuve, des tests expérimentaux, ou les progrès qui ont été faits, mais si on prend par exemple, si on regarde la conjecture de Hodge, il y a des gens que ça encourage, et puis il y en a d'autres que ça laisse complètement de là. On arrive à démontrer de plus en plus de cas de la conjecture de Hodge. Alors, je vais finir. C'est un peu long, mais quand même la discussion a lieu, donc je suis un peu moins. Alors, je voulais finir en parlant des conjectures motiviques, parce que c'est une situation assez particulière. Une formulation que j'aime bien, je l'ai faite l'année dernière, c'est les conjectures, donc la théorie des motifs, comme entre guillemets tout le monde le sait ici, c'est une théorie qui a été inventée, formulée par Grothendieck au début des années 60. Et je dis, les conjectures pourrissent et nourrissent la théorie des motifs. Donc, elles pourrissent la théorie des motifs parce qu'elles la rendent, son statut est incertain. Elles rendent son statut incertain pour les gens qui ne sont pas dans le sujet. C'est-à-dire les gens qui entendent parler des motifs, qui disent « Ah oui, les motifs, mais on ne sait pas, mais c'est conjectural, mais on ne sait pas très bien ce qui existe, ce qui n'existe pas. » Puis si on est à l'intérieur de la théorie, on sait très bien ce qui est des mathématiques écrites et démontrées, et ce qui est partie de conjecture. Et elles nourrissent la théorie parce que la théorie des motifs n'existerait pas et ne se serait pas développée sans ces conjectures. Elles sont consubstantielles à la théorie des motifs. Donc c'est... mais j'ai sauté ce que je voulais dire, c'était la réponse de Serre à Grothendieck à ce texte de Récolte des Sonnailles. C'est donc il y a eu cette correspondance, et puis en 91, il y a une conférence à... Non, c'est pas ça. Il y a une conférence à Seattle sur le motif, et en 94, Serre fait son dernier cours au Collège de France. Et ce cours s'appelle
conjecture ce groupe de valeurs multipliques, quelque chose comme ça. Et alors, Serre, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un mathématicien, c'est un sceptique né, c'est quelqu'un qui ne fait aucune philosophie, qui n'a pas de conjecture. Et alors là, il se met à prendre le contre-pied de ça, c'est-à-dire il dit, bon, eh bien, on va faire toutes les conjectures du monde émotif, on va se placer dans le meilleur des mondes possibles, et puis on va en tirer les conséquences. Et les gens étaient complètement déstabilisés, en tout cas, moi je l'étais, toi tu y as assisté, je ne sais pas si tu l'étais aussi, et je me souviens de gens qui allaient voir à la fin du cours, qui disaient, et puis il n'avait même pas envie de séparer les conjectures, de dire, alors, pour obtenir cette conséquence, j'utilise telle conjecture. Non, il s'en fichait, il prenait toutes les conjectures, et il tirait. Puis, une fois quelqu'un lui dit, mais tout de même, les conjectures standards, oui, mais sur un corps fini, les projecteurs de Kunet sont algébriques. Alors vous savez, c'est pas très important. Donc, je crois que je n'ai pas de conclusion à en tirer, mais c'est pour dire comment peut-être un mathématicien de la stature de Serre et de la culture de Serre surtout a réussi à s'approprier ces réflexions d'autonomie dans récolte décimale, peut-être aussi avec des remords de ne pas avoir pris les motifs assez au sérieux à l'époque. Est-ce que j'ai envie de raconter d'autres choses? Non. Je vais vous donner deux exemples de ce qui, pour moi, me fait croire aux conjectures motiviques à cause de leur cohérence. Mais il est 8h moins le quart, donc je pense que ça prendrait un peu trop de temps et ce serait trop technique, donc je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Qui n'ont pas déjà répondu. Je remarque toujours à propos de Jim Ball, c'est que problème de la tester, c'est quand je cherchais des contre-exemples, on peut chercher à montrer dans mon état, et la démarche n'est pas du tout pareille. C'est-à-dire que, à la rigueur, on peut chercher, pour démontrer, on dispose au moins, comme disait Weil, de cas de la dimension 1, quelquefois on arrive à se révéler. On a quelques petits outils. Et par contre, pour démontrer qu'un cycle n'est pas algébrique, on n'a pas la moindre idée, il n'y a pas la moindre. Donc, ce n'est pas symétrique comme démarche. Donc, on pourrait dire aussi que c'est une petite facilité de dissimuler, de croire à la conjecture de Hoss, parce que ce serait beaucoup plus difficile de réfuter. Ce qui était intéressant, c'est dans la situation de Weil, la conséquence pour lui de la conjecture de Hodge, je ne sais pas du tout, ce serait une révolution, etc. Il dit, ça rendrait les calculs beaucoup plus faciles. Ça rendrait les problèmes beaucoup plus faciles. D'autres questions? Oui. En fait, j'ai essayé pendant l'exposé de penser aux erreurs célèbres en maths et aux erreurs célèbres, aux erreurs fécondes aussi. Et dans les erreurs célèbres, quand j'y ai repensé, je me suis dit finalement, on est indulgent avec ceux qui ont fait des erreurs dès lors que leur intuition fondamentale était juste. Par exemple, la démonstration de Falting de la conjecture de Mordell avait une erreur. Elle a été rectifiée, personne n'en veut à Falting. Et des gens ont tout de suite pensé que, on m'a raconté en tout cas, que quand il a exposé son idée, l'idée paraissait tellement puissante que ça devait marcher. Donc même si littéralement il y avait une erreur. Et de même, encore la conjecture de Mordell, mais sur les bords de fonction, la démonstration de Nami était fausse, assez sérieusement. Il a fallu quand même que Coleman la rectifie.
Et on ne pense pas à retirer à Manning le crédit de cette démonstration. Donc il y a cette idée de l'indulgence finalement quand il y a eu une intuition suffisamment puissante. En ce qui concerne Faltings, l'histoire que j'ai racontée, j'étais plus loin, c'était un exposé qu'il fait sur sa démonstration. Il démontre un lemme, puis quelqu'un dans l'assistance dit « Non, mais ce lemme est faux. » Il dit « Ah oui, bon, oui, d'accord. Ben, on va le rectifier comme ça, maintenant il est juste. » Et puis ça recommence 2 ou 3 fois. Et puis chaque fois il rectifie. Et il dit « My proof is very stable. » La preuve est très stable. S'il y a une erreur, on peut la corriger pour rendre la preuve juste. Et j'avais raconté ça à Pierre Colmez qui a dit oui, sa preuve est semi-stable. Mais ça veut aussi dire que chez Faltings, il y avait une force de conviction. Il était absolument sûr de sa stratégie et de sa preuve, et qu'il fasse des petites erreurs, ne le troublait pas, il était capable de les rectifier. Donc, ce n'est pas une indulgence, enfin c'est moindre qu'une indulgence. Après tout, d'après l'histoire que j'ai entendue, c'est lui qui a corrigé ses propres. Ou bien tu as quelque chose d'autre en tête? Oui, ça c'est vrai aussi. Pour Walls, c'est plus clair. Là, il y avait une vraie Ah oui, sinon, il y a aussi des mathématiciens qui sont connus que par leurs erreurs. Bon, alors, c'est pas le cas de Fermat, bien sûr, puisque Fermat s'était trompé, par exemple, sur les nombres de Fermat. Tous les anciens Fermat. Ça n'a pas été une erreur tellement féconde. Alors, un exemple, le plus ancien que je connaisse, c'est un certain Khojandi, qui vivait il y a à peu près 1000 ans, dans ce qui est aujourd'hui le Tadjikistan. Je crois que je ne sais pas si on a des écrits directement de lui. Il fait de l'astronomie, il fait de l'arithmétique aussi. Et il y a un texte d'un de ses contemporains qui lui reproche de s'être trompé dans sa démonstration du théorème de Fermat pour l'exposant 3. Évidemment, c'était bien avant Fermat. Oui. Voilà. C'est aujourd'hui un peu curieux de savoir quelle aurait pu être cette démonstration. Ah, on ne connaît pas, on n'a pas de trace. On n'a pas de trace, on sait juste que quelqu'un l'a rencontré. D'accord. Oui, c'est un cas de célébrité un peu embarrassant. D'autres schémas? Et puis sinon, on aurait bien aimé aussi avoir, j'arrivais pas vraiment à identifier des théories mathématiques qui se sont effondrées, mais qui ont quand même donné quelque chose. Le chef de Frege, ça c'est un exemple, parce que oui, c'est vraiment... Quel exemple? La théorie de Frege, parce qu'il a vraiment pensé que c'était vrai. Oui. Donc il y aurait une vision quand même juste, qui littéralement était fausse, enfin, en la transposant, elle devient juste. Qui alimenterait la réflexion de Grothendieck. Par exemple, oui. Je ne vois pas d'exemple comme ça. Il n'y a pas des, par exemple, une conjecture aussi qu'il a faite des choses sur ce comportement de cette occidentale. Mais après, il s'est un peu enferré, il a créé une théorie, la théorie des fonctions holoïdes, que personne ne connaît maintenant, mais bon, qui est fausse aussi. C'est pour démontrer cette théorie qui est fausse. Mais bon, son nom est resté quand même honorable. Honorable. Oui, il y a même un journal sur les ingrédients de package. Peut-être Gilbert aussi, il était, comme tu disais, il avait tort, mais il a influencé un siècle de recherche. Oui, et puis je ne sais pas si les résultats de Hilbert sont directement liés à l'endroit où il avait tort. Quand même,
résoudre la théorie des invariants de Guillaume qui l'a fait, c'est complètement révolutionnaire, une nouvelle. Oui, l'axiomatisation de la géométrie, qui est en géométrie, c'était magnifique d'avoir cette confiance pour se dire ce n'est pas vrai, ce qu'on m'a dit pendant 20 siècles. Voilà, il semble qu'on s'est calmé un peu. Merci beaucoup Bruno pour cet exposé magnifique. Les notes d'envoyer une copie pour le site web. Ah, je vais essayer. Tu corriges ce que tu veux. C'est vraiment des notes. D'accord. Et après, la prochaine séance, c'est le 5 juin.